Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction sur laquelle nous allons revenir sur notre sujet, notre problématique, comment nous les avons choisis et pourquoi. Nous allons aussi voir leur évolution au fil du temps et revenir sur notre fonctionnement en tant que groupe, avec les points forts et les points faibles. Alors d'abord, quel sujet? Nous avons choisi le thème de la vulgarisation. Mais pourquoi ce sujet? Et pourquoi cette délimitation? Eh bien, nous étions beaucoup à être intéressés par le thème de la vulgarisation parce que la science joue aujourd'hui une place extrêmement importante dans notre société. Elle doit vulgariser, c'est-à-dire transmettre au plus grand nombre des connaissances de plus en plus complexes. Les connaissances scientifiques jouent aussi un rôle de plus en plus important dans le débat public. Enfin, nous étions nombreux à consommer personnellement des vidéos de vulgarisation sur YouTube. C'est pourquoi nous avons choisi de nous centrer sur le thème de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Plus particulièrement, on peut préciser aussi que nous sommes nombreux à avoir fait des études scientifiques et que ça a orienté notre choix ainsi que les vidéos que nous regardions. Mais comment, à partir de cette thématique, avez-vous trouvé une problématique? Alors, on a essayé justement de choisir une problématique qui soit proche de notre propre usage de la plateforme, qui nous permette aussi d'analyser nos propres comportements, qui soit à la fois concrète et qui nous permette d'interroger un nombre d'acteurs très variés. C'est pour ça que nous sommes mis d'accord sur la problématique suivante. Par quel procédé une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique éveille, capte et fidélise-t-elle l'intérêt de son public? Procédé numérique. Et cette problématique a-t-elle évolué? Eh bien justement oui, elle a énormément évolué et c'est ce que nous allons voir. Au fur et à mesure de l'avancement de notre travail, nous avons fait émerger énormément de questions connexes, très différentes. Par exemple, quel est le rôle des procédés linguistiques et sémiotiques dans la vulgarisation scientifique? On peut aussi se demander quelle est l'influence des enjeux économiques et de la réforme YouTube sur les procédés utilisés. On peut se demander quel est le public de la vulgarisation scientifique. En particulier, quelle est l'influence du genre? Enfin, on pourrait se demander quelle est la légitimité des vulgarisateurs scientifiques et quelle est la place des institutions. Mais on peut aussi se demander comment inscrire la forme particulière de vulgarisation scientifique à laquelle nous nous intéressons dans l'histoire plus large de la vulgarisation. Waouh, toutes ces approches, c'est vraiment énorme. Vous allez le voir, on va essayer de traiter ces différents actes de recherche de notre mieux. Maintenant, on pourrait s'intéresser aux attentes que nous avions par rapport à ce sujet, à ce que nous pensions répondre, et aussi aux surprises que nous avons pu avoir. Alors, dans un premier temps, quelles attentes avons-nous eues à partir de ce sujet? Énormément d'attentes, dans la mesure où nous étions déjà nous-mêmes consommateurs de vidéos de vulgarisation. D'abord, on pensait faire quelque chose d'extrêmement technique. On pensait faire une véritable étude des procédés numériques rigoureuse sur un sujet bien délimité et vraiment se concentrer là-dessus. On pensait, mais tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes? Eh bien justement non, pas du tout. Nous avons été extrêmement surpris, donc on l'a dit, par la diversité des questions soulevées et justement par la largeur et la profondeur que prenait notre sujet. Ça a été fait par différentes choses. D'abord le fait de prendre des points de vue très variés, le point de vue du public, le point de vue des youtubeurs et aussi le point de vue de chercheurs qui étudient eux-mêmes la vulgarisation scientifique. Le fait aussi d'utiliser des outils variés, des questionnaires diffusés sur les réseaux sociaux, des articles comme bibliographie, des articles web aussi. Le fait d'utiliser également des interviews, des entretiens en direct. Ça nous a permis d'avoir énormément de recul sur le sujet et de montrer qu'il y avait énormément de questions sous-jacentes. Et cette problématique a-t-elle évolué? Eh bien justement oui, elle a énormément évolué et c'est ce que nous allons voir. Au fur et à mesure de l'avancement de notre travail, nous avons fait émerger énormément de questions connexes, très différentes. Par exemple, quel est le rôle des procédés linguistiques et sémiotiques dans la vulgarisation scientifique? Quelle est l'influence des enjeux économiques et de la réforme YouTube sur les procédés utilisés? On peut se demander quel est le public de la vulgarisation scientifique. En particulier, quelle est l'influence du genre? Quelle est la légitimité des vulgarisateurs scientifiques et quelle est la place des institutions? Mais on peut aussi se demander comment inscrire la forme particulière de vulgarisation scientifique à laquelle nous nous intéressons dans l'histoire plus large de la vulgarisation. Waouh, toutes ces approches, c'est vraiment énorme. Vous allez le voir, on va essayer de traiter ces différents actes de recherche de notre mieux.
Vous l'avez compris, la première surprise au final, ça a été d'être confronté à un sujet beaucoup plus riche et beaucoup plus diversifié que ce que nous attendions. Nous avons été amenés à mobiliser des disciplines comme l'histoire, la linguistique, à prendre des perspectives aussi bien économiques que sociologiques. Enfin, dernière surprise, nous avons constaté que les procédés eux-mêmes utilisés variaient finalement beaucoup d'une chaîne à l'autre, loin d'une uniformité qu'on aurait pu attendre. Parlons peu, mais parlons bien. Comment s'est passé le travail en groupe? Alors pour parler du fonctionnement de l'organisation et de la communication au sein du groupe, d'abord je voudrais qu'on parle des outils de travail que nous avons employés. On a essayé au maximum de diversifier les outils utilisés. Alors, on a interviewé en direct des chercheurs et aussi des youtubeurs. On a envoyé des questionnaires par écrit, on a rencontré des gens en direct, on a recherché aussi des articles via des plateformes comme Cairn, comme Gallica. On a aussi cherché via Google Scholar par exemple, de la webographie. Donc on a vraiment essayé d'utiliser le maximum des outils numériques. Pour contacter les youtubeurs par exemple, nous avons essayé de déterminer quel allait être le réseau social le plus intéressant, sur lequel il était le plus actif, notre constat étant que c'est majoritairement Twitter. Maintenant, comment avons-nous travaillé concrètement? Alors on a défini toutes les semaines, de 16 à 18 heures, une réunion de groupe qui a été globalement très bien respectée. À chaque fois, nous avons réservé une salle en bibliothèque, nous avons désigné un secrétaire de séance, on a aussi désigné quelqu'un pour préparer la séance suivante. Donc on commençait en grand groupe, puis on se scindait en plus petits groupes sur des tâches plus spécialisées, pour être plus efficace. Globalement, cette organisation a extrêmement bien fonctionné, surtout le rendez-vous régulier. On a une bonne dynamique collective, vraiment ascendante. Nos compétences aussi se sont bien complétées et on a fait un travail globalement diversifié. Pour la répartition de tâches, nous avons choisi le volontariat. Chacun fait en fonction de ses compétences et en fonction de ce qu'il aime faire ou de ce qu'il a envie de faire. Parlons maintenant des outils de communication. Nous avons choisi d'utiliser un groupe Messenger principalement, qui nous a permis d'échanger énormément d'informations, de demander des conseils ou même des relectures. Il a été très, très pratique, malheureusement les informations ne sont pas hiérarchisées et il est très facile d'en manquer une si on est déconnecté quelques heures. C'est aussi un outil qui n'est pas très pratique pour la prise de décision, particulièrement en grand groupe. Ensuite, pour le travail en lui-même, nous avons utilisé un Google Drive qui nous a permis de travailler de manière collaborative. Ça a été globalement un grand succès. Simplement, il est parfois difficile de retrouver un document, puisque le Drive est vaste. Il peut être parfois difficile aussi de savoir quand est-ce qu'un document a été modifié, quand quelqu'un a apporté une amélioration. En toute logique, nous avons choisi de restituer notre travail sous forme de vidéos de vulgarisation. Alors on va essayer à travers ces vidéos de montrer justement la diversité des formes de vulgarisation qu'il peut expliquer. Moi par exemple, je vous fais une vidéo de type un peu vulgarisation plutôt académique. D'autres types de vidéos ont essayé d'être beaucoup plus drôles, beaucoup plus vivants, beaucoup plus proches de ce que font les vulgarisateurs les plus connus en France sur YouTube. Donc pour la forme de restitution, on a essayé de faire une vidéo par axe de recherche principal en montrant notre diversité globale. Quels sont les problèmes majeurs qu'on a rencontrés? On a rencontré principalement un problème qui a été lié à la taille du groupe. Ça gêne beaucoup la communication, ça donne une certaine inertie au groupe et ça ralentit surtout énormément la prise de décision et les débats. Ça augmente aussi la chance que quelqu'un comprenne mal quelque chose ou manque une information. Alors justement, comment est-ce qu'on a réussi à surmonter les problèmes rencontrés liés à la taille du groupe et à la longueur des débats? Étonnamment, ce problème apparent s'est révélé une grande richesse. On a su utiliser pour le mieux la diversité de nos regards et c'est justement parce qu'on a beaucoup débattu du sujet de la problématique qu'on a réussi à en trouver un qui nous correspondait vraiment et à faire émerger énormément de questions annexes et de points de vue différents. Quelles ont été les réussites finalement de notre groupe? Parce qu'il y en avait beaucoup. Alors d'abord, nous avons résolu beaucoup nos problèmes de communication. Pour Messenger, nous avons accusé réception des messages beaucoup plus fréquemment et nous avons essayé d'être connectés à peu près aux mêmes heures. Au sujet plus de l'ensemble du groupe, finalement nos compétences personnelles, nos envies personnelles se sont révélées extrêmement complémentaires et personnellement, je pense que c'est vraiment notre plus grande force, c'est cette diversité, cette complémentarité. On a aussi eu une extrêmement bonne dynamique de groupe tout au long du travail, une dynamique ascendante, avec de plus en plus d'implications collectives. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. C'est vraiment pour moi ce qui a été central. Ensuite, d'autres réussites du groupe. D'abord, le partage, la transmission de compétences, particulièrement au niveau du montage.
Le modèle collaboratif de notre groupe finalement a été un succès dans son ensemble. La diversité aussi des outils qu'on a utilisés, la diversité des angles d'approche, la diversité aussi des personnes qu'on a interviewées nous a permis de ne pas nous ennuyer et de vraiment apprécier au fur et à mesure qu'en répondant à notre problématique, nous arrivions à former un tableau d'ensemble. Hop! Et maintenant, bien sûr, il est temps de conclure cette vidéo. Vous avez toutes les clés en main pour comprendre le choix de notre sujet, notre problématique, comment est-ce que ça a évolué, et aussi le fonctionnement de notre groupe, ses forces, ses faiblesses, ses richesses surtout. Toutes les sources sont à retrouver sur le Phonio. Le script de cette vidéo est à retrouver également en beaucoup plus détaillé. Merci de votre attention surtout. Et petite précision, tous les avis dans cette vidéo ont été basés sur des avis individuels de chacun des membres du groupe, recueillis séparément, dont on a fait la synthèse. Merci à vous.